Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environex. Bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Je reçois aujourd'hui pour une deuxième fois Yannick Lehoux, ancien joueur de hockey professionnel. Nous revenons plus en détail sur son parcours, un mélange de talent, de travail, mais aussi, comme vous le verrez, une question de timing, de circonstances et jusqu'à quel point ces petits détails peuvent avoir une influence sur la carrière. Nous parlons de son passage en Europe, puis de la question de la retraite. J'en profite aussi pour discuter avec Yannick de son passage en politique, puisqu'il s'est présenté à la mairie de Fossambeau-sur-le-Lac à l'automne 2025. Évidemment, nous discutons de son excellent documentaire « L'âge est juste un chiffre » qui relate son retour au jeu avec le National de Québec la saison dernière. Préparation physique, mentale, retour au jeu et réalité d'être filmé, une conversation directe sur la performance et les moyens de l'améliorer. Bonne écoute. Ce soir, c'est mon premier match professionnel depuis les 9 dernières années. J'ai hâte de compétitionner puis de savoir que chaque geste que tu poses va avoir une incidence sur le match. Je veux en profiter pour comprendre comment les saines habitudes de vie ont un impact sur le vieillissement de l'homme. Un légume, fait que ça, c'est correct. Ce défi-là, c'est vraiment risqué, mais je sais que dans le fond, c'est pour mon bien. Yannick, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va super bien. Bon, on est tôt. Moi, c'est la première fois. Toi, tu es un habitué des morning podcasts, mais pour moi, c'est une première d'en faire un si tôt. Ben écoute, merci, cheers. Non, mais comme je disais, j'ai parfois des invités outre-mer, donc avec le décalage horaire. Ouais. J'en ai déjà fait comme à 5h30, 6h le matin. Ça paraît. C'est parce sûr. qu'on regarde les yeux. Là, ouais, c'est ça. On est un petit peu, un petit peu plus bouffi, endormi. Ouais. Ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci à toi. On voulait parler notamment du documentaire. On pourrait appeler ça un documentaire, je pense. Là. L'âge est juste un chiffre. On va en parler dans quelques instants. Puis avant ça, peut-être, la dernière fois, on était passé rapidement sur ta carrière de hockeyeur. Puis on est deux passionnés. Là. Toi, un ancien professionnel. Moi, je suis plus amateur, mais bref, puis j'avais des petites questions à te poser sur le hockey. Donc, parfait. Mais peut-être pour nos auditeurs, retracer ta carrière de hockey, là, à partir peut-être des rangs mineurs, puis tu joué à Bécomo, je pense. Oui, mais moi, je suis originaire de Montréal à la base. Puis, c'est ça, j'ai joué mon hockey mineur dans le coin de Repentigny, puis tout ça. Après ça, j'ai joué mon midget 3 au Cap de la Madeleine. Après mon année là, à 15 ans, midget 3, j'ai été repêché premier au total là, de la Ligue de hockey junior major du Québec avec le Dracard de Bécomo. Puis j'ai joué 4 ans à Bécomo. J'ai eu une belle carrière là-bas. J'ai même été honoré, il y a une couple d'années, ils ont retiré mon chandail à Bécomo, tout ça. Fait que c'est quand même de quoi de...
que tu penses pas dans ta vie, tu sais, quand tu joues au hockey, tu te dis pas mon chandail ou quoi que ce soit, mais quand que ça arrive, puis tu sais, looking back, puis tu regardes, puis tu te dis, crime, j'ai quand même eu un impact, tu sais, c'est quand même le fun c'est un moment qui était vraiment, vraiment spécial. Après ça, j'ai été drafté par les Kings de Los Angeles, puis mais j'ai pas joué avec les Kings, j'ai été échangé, puis j'ai joué avec les Coyotes de Phoenix. Puis un petit peu dans la Ligue américaine, entre autres avec les clubs écoles des Canadiens. Puis ensuite de ça, après 6 ans en Amérique du Nord, là, NHL, puis dans la Ligue américaine, j'étais allé en Europe. Puis en Europe, j'ai joué en Suisse, en Russie, en Allemagne, puis en Suède. Fait que je me suis promené un petit peu dans toutes les... C'est quand même cool, là, au début, quand tu joues au hockey, le rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, puis tu veux avoir 1000 games, tu veux jouer, puis avoir une carrière, puis là, ben, tu chases toujours un petit peu ça, puis là, en Europe, des fois, tu regardes ta carrière, tu dis, il me semble que j'aurais pu jouer plus, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, puis là, ben, à 43, presque 44 ans, tu regardes ça, puis tu te dis, crime, j'ai joué pareil dans toutes les meilleures ligues au monde, j'ai bien performé dans toutes ces ligues-là, j'étais souvent dans les premiers compteurs de ces ligues-là, un peu partout à travers le monde, fait que tu te dis, crime, c'est cool. Oui, j'aurais aimé ça jouer plus dans la Ligue nationale, mais c'est quand même, je regarde mes gars qui sont des joueurs de soccer puis de basketball, puis les autres, ils me regardent avec des yeux de « Wow, comment t'as fait, papa, pour réussir ça? » Puis quand tu le regardes dans un œil... C'est inspirant. Là. Ouais, plus externe, tu te dis « c'est quand même cool. » C'est pas la majorité du monde qui ont ça. Fait que, bref, en gros, c'est ça. Puis j'ai arrêté de jouer en 2015, 14, là, j'oublie. Mais fait que ça, c'était ma carrière de joueur de hockey. Puis là, ben, on pourra en reparler. Mais 9 ans plus tard, ben, oui, on va en parler. Je suis sorti de la retraite. C'est une drôle circonstances d'événements qui sont passés. Ça a parti, j'étais en Floride avec mon cousin qui est préparateur physique. Qui est dans le documentaire aussi. Oui, exact, Gabriel Lehoux. Puis Gab, lui, se spécialise entre autres avec les joueurs de hockey. Fait qu'il entraîne les joueurs de hockey. Puis il y a une façon un petit peu différente. Il est posturologue entre autres. Fait qu'il travaille beaucoup sur la posture. Puis des petits ajustements un peu funky. Là, Ben écoute, on était à la limite de l'ésotérisme à certains moments, mais je connais pas ça. Mais tu sais, je voyais que... Exact. Je pense que l'ensemble, ça avait l'air vraiment intéressant. Le concept là, de... Mais tu sais, c'est aussi au début, les premières fois, quand il m'en parlait, t'es comme pas sûr, mais pour vrai, un coup que tu travailles avec, puis les histoires qu'il y a des gens, autant des jeunes que des plus vieux, là, des messieurs de 60, 70 ans qui ont eu des problèmes toute leur vie, puis qui finalement ils n'ont plus de problèmes de dos, ça va mieux. Fait qu'il y a quand même quelque chose là, je pense. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être un peu d'ésotérisme à travers donc, ça. Ça pouvait sembler ésotérique, mais c'est parce que quand on connaît pas quelque chose, Exact. Comme scientifique, je te dirais, quand on connaît pas quelque chose, le premier réflexe, c'est le scepticisme. Ben oui, exact. Ben, c'est correct aussi. On en parlait un peu avec... je suis chum avec Simon Corriveau, là, qui est orthopédiste au CHUL. Simon, qui est un gars de pieds-chevilles, entre autres. Fait que, tu sais, des fois, quand il avait écouté un podcast que j'avais fait avec sur mon podcast, Le Nuanceur, que j'avais fait avec mon cousin Gab Lehoux. Puis Simon, je me souviens, il m'avait appelé après le podcast, puis il m'avait dit voilà. Tu sais, fait que ça ferait un bon podcast, toi puis lui. Peut-être. Tu sais, comme ensemble, tu sais, on pourrait faire ça. Fait que bref, c'est certain que l'aspect scientifique, des fois, il y a un esprit scientifique. Mais toutes les réponses ne sont pas dans la science non plus. Donc, je pense que c'est très correct. On va y revenir tout à l'heure là, à ton retour au jeu, mais tu disais donc, ce qui me surprend toujours, c'est recruter au premier rang au niveau junior majeur. Ouais. Ligue nationale, troisième ronde, ouais. Donc, tu es quand même recruté dans les 60 et les 100 premiers joueurs, disons, à peu près. À l'époque même, il y avait moins d'équipes. Ouais. Puis la question, je me disais, finalement, une carrière relativement courte. 13 ans. C'est ça. Mais non, mais comme dans la Ligue nationale, pas beaucoup de matchs joués, disons. Là, je me disais, est-ce qu'il y a un peu de hasard là-dedans, du fait que... Ben, je pense que oui. C'est certain que... Ou pas, percé, c'est certain que l'entonnoir se rétrécit toujours. Puis, il y a un mélange. Je pense que je dis ça très humblement, mais j'étais vraiment bon au hockey. Ben, écoute, le meilleur marqueur aussi de l'histoire du Drakkar. Oui, exact. Comme je te dis, j'ai passé partout où j'ai passé, j'étais bon, mais j'étais un gars très offensif. Beaucoup sur mes instincts puis tout ça, puis des fois tu parles un petit peu de timing, puis j'ai souvent eu des entraîneurs
qui étaient à l'inverse de ma façon de jouer. Juste une question comme ça. Tu sais, comme des coachs qui sont très intenses puis qui veulent des joueurs physiques. Fait que souvent, je tombais dans des organisations qui aimaient moins ce style de jeu-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'était juste une question de hasard, un petit peu, d'arriver dans des organisations. Puis j'ai peut-être pas su m'adapter aussi bien que d'autres, de par mon style de jeu. Mais à chaque fois que j'essayais de changer ma game, j'étais aussi moins bon. Fait qu'il y avait comme un trade-off je me souviens, les meilleures années, c'est les coachs qui me laissaient jouer. Une année, je me souviens, j'avais eu Bruce Boudreau dans la Ligue américaine avant qu'il fasse son saut là, dans la Ligue nationale. Puis il m'avait laissé jouer, puis j'avais été premier scoreur de la Ligue américaine cette année-là, puis il y avait c'était l'année du lockout en 2004-2005 avec tous les tops. Là. Patrice Bergeron était là, Mike Camilleri, name it, là, Dustin Brown, tous les jeunes qui commençaient dans la Ligue nationale à ce moment-là étaient dans la Ligue américaine, puis j'étais premier scoreur de la Ligue cette année-là. Fait que quand j'avais des entraîneurs qui me laissaient jouer, puis qui me laissait utiliser ma créativité puis mes instincts, mais ça fonctionnait. Mais c'était un style un peu plus offensif. Aujourd'hui, ça passerait peut-être mieux dans un style de jeu comme on a aujourd'hui. Fait que il y a un petit peu de ça. Puis, il y a un peu aussi, comme je te dis, ma game n'était pas parfaite. Défensivement, j'avais certaines lacunes. Des fois, l'intensité aussi. Je réussissais toujours à trouver la façon de produire offensivement, mais des fois, ça plaisait moins mon style de jeu à certains. Fait que quand tu arrives à un niveau comme dans la Ligue nationale, surtout quand il faut que tu fasses ta place, ta marge de manœuvre n'est pas grande. Courte, fait que il y a un peu de ça. J'imagine que ça n'aurait pas très bien passé avec Scotty Bowman, pour ceux qui... Ouais, c'est ça, exact. Mais pourtant, j'ai eu Wayne Gretzky. On aurait pu penser qu'avec Wayne, ça aurait fonctionné. Mais écoute, encore une fois, je pense que c'est une question de timing. J'ai quand même joué une couple de matchs, ça avait quand même bien été. J'ai compté à mon premier chiffre, premier shot. Le plus rapide de l'histoire, as-tu fait c'est ça, exact. Fait que c'est quand même cool, mais encore une fois, il y avait une équipe plus vieille, il y avait des gars sur des contrats, puis peut-être un peu un mauvais timing. Fait que, écoute, quand que je jouais, comme je te disais tantôt, il y a un certain moment que tu te sens un peu comme j'ai échoué ou j'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais dû. Puis un coup que tous les gars que je connaissais qui jouent plus, mais là tu te dis là, on est tous rendus de toute façon dans les ligues de garage, fait que on passe à autre chose. Quand que tu prends ta retraite puis t'as encore des gars que tu connais qui jouent dans la Ligue nationale et des gars que tu as joué contre, tu te dis pourquoi que j'aurais pu faire de différent puis tout ça, mais coup que tout le monde est à la retraite, c'est drôle parce que tu parlais t'étais un joueur marquant au junior majeur, mais comme Patrice Bergeron, à ma connaissance, c'était peut-être un peu l'inverse. Ouais. C'était peut-être pas un joueur si dominant. Non, puis, exact. Devenu un attaquant défensif exceptionnel. Ben oui, donc, mais même moi, quand j'ai grandi dans la même équipe, on avait Jason Pominville, qui a eu une belle carrière, entre autres avec les Sabres de Buffalo, qui a joué, je sais pas s'il a joué 1000 matchs, mais quasiment. Il a vraiment eu des belles années. Il y avait Pascal Leclerc, le gardien aussi, qui a gaulé à Columbus, qui est rendu à TVA maintenant là, comme analyste. Fait que moi, Pascal puis Jay, on a joué ensemble, Maton, puis oui, Bantam, Midget, on s'est suivis, on était chums d'enfance depuis toujours. Fait que quand même 3 gars de la même équipe, de la même année qui ont joué dans la Ligue nationale, c'est quand même quelque chose. Puis à ce moment-là, Jay, il était toujours bon, mais il était toujours un petit peu dans mon ombre, si tu veux, quand on a grandi. À chaque année, moi, je jouais 2A les 2 années, lui, il jouait 2A une année sur 2. Il était toujours juste dans l'ombre un peu junior. Il a eu une belle carrière, mais peut-être moins flamboyante que la mienne. Puis aujourd'hui, je traderais ma carrière que j'ai eue avec la sienne. Hein, fait que écoute, on sait jamais. C'est un long chemin. Puis overall, après ça, c'est d'apprécier ces moments-là parce que ça passe vraiment vite. Tout à fait. As-tu envisagé de poursuivre après ta carrière de joueur, comme dans le hockey, disons? Non, mais j'ai entraîneur, recruteur? Ouais, non, j'ai arrêté. Mes 2 dernières années ont été un peu particulières. Là. À chaque fois que je jouais dans une équipe, puis ça a été l'équipe, pas nécessairement moi, mais l'équipe, ça allait moins bien. Puis il changeait toute l'organisation. Fait que là, après ça, il ne re-signait pas les mêmes joueurs. Fait que en fin de carrière, tu as le goût un peu de t'installer. Ça faisait une couple d'années, j'étais à la même place en Allemagne, puis j'aimais ça.
Puis là, on a recommencé à nouveau. Je recommence à une autre place. Fait que de faire ça 2 puis 3 fois, j'ai comme eu une petite écœurantite là, de tout ça. Puis à l'époque, mon ex-conjointe, elle avait comme en tête de partir un petit café, un resto. Là. On avait ouvert un café à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à l'époque qui s'appelait C'est Miam. Puis, fait que concours de circonstances, on était à la maison. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Les offres qui rentraient étaient plus ou moins à mon goût. Fait que c'est comme, on passe ça, ouais, ok, go. Puis, ça s'est arrêté comme ça? Ça s'est arrêté comme ça. Puis là, il y a eu des offres qui sont rentrées plus tard dans l'année, mais là, j'avais eu la chance d'avoir une job dans le domaine médical, quand même une bonne job que, quand tu finis une carrière, puis tu as une opportunité, puis que tu as un bon travail qui te set pour ta deuxième carrière, ben là, tout ça ensemble, mais si j'avais pas eu de job ou une bonne job, ben peut-être que là, je l'aurais pris, elle aurait pu continuer le café, puis moi, ben je vais jouer, on revient, ou quelque chose comme ça, mais là, ça a comme bien tombé pour l'après-carrière que je me suis dit, on tourne la page, fait que ça n'a pas été trop longtemps dans ma tête de qu'est-ce que je fais, parce que j'ai pris ma décision peut-être en mai, que je commençais à rechecker pour des jobs, puis fin juin, je m'étais trouvé quelque chose avec ConMed, là, que tu dois connaître, entre autres, dans ton domaine. Fait que j'ai commencé là-dedans 1 mois ou 2 après que j'avais vraiment pris ma décision, j'arrête de jouer au hockey. Fait que je me suis pas posé la question si longtemps que ça de hey, je continue-tu dans le hockey? Parce que quand que je jouais, j'ai déjà eu des écoles de hockey, j'étais impliqué, j'aimais ça. Mais une chose, un coup que j'ai arrêté, ça me tentait pas d'être encore sur un siège éjectable. Tu sais, un joueur de hockey, c'est beau, là, c'est glamour, mais souvent, il y a des gars qui restent toute leur carrière en même place, mais moi, j'ai pas eu cette chance-là. Okay. Le plus longtemps que j'ai été, c'est 3 ans à un endroit. Sinon, c'était 1 an. Fait que aurais-tu pu revenir dans la Ligue nationale comme dans un emploi quelconque? Là, Ben écoute, il y a bien des gars qui commencent comme assistant coach dans la Ligue américaine ou des choses comme ça. Je te dirais que souvent, ces gars-là, c'est des gars qui ont resté, vu que moi, ça faisait 6-7 ans que j'étais parti en Europe. T'es rendu un no-name un peu, entre guillemets. T'es plus oublié, puis il y a d'autres gars plus proches, mais il y aurait eu des opportunités de coacher en Europe pour faire ces choses-là. Mais non, j'ai arrêté de jouer parce que j'étais un peu tanné du hockey, fait que c'était pas une option pour moi vraiment là, de rester impliqué dans le milieu du hockey. Puis pour vrai, je regrette pas avec les années qui ont passé. J'aime beaucoup le hockey. Mais je suis pas un fan du hockey. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, regarder des matchs, analyser des matchs tant que ça. T'sais, j'en écoute quand que ça passe, mais sinon, je suis pas un amoureux de la game, de l'analyser, de la décortiquer. Okay. Fait que je pense pas que... De toute façon, suivre le hockey de nos jours, c'est un travail à temps plein. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a trop. Ouais. Quand on était jeunes, c'était le samedi soir. T'sais. Ouais, exact. Quelques fois par année, on n'était pas chanceux. C'était les Maple Leafs qui jouaient. Les plus jeunes s'en rappelleront. Donc, on l'apprenait à 7-8 ans, je me rappelle. Je m'attendais à voir jouer les Canadiens. Puis là, j'attendais, puis ça commençait. C'était à Toronto. J'étais là, oh non! L'Im Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Dis-moi, Yannick, quand tu vois des gars comme Alex Ovechkin qui joue encore, toi qui as joué, moi je trouve ça... il doit avoir de la... Comment il fait? Écoute, très bonne question. Je sais pas. Écoute, les gars, il y a des gars passionnés, mais écoute, même, on le voit plus vraiment, mais Jaromir Jagr, à 52 ans, il joue encore en Tchèque. Tu sais, ces gars-là, ils jouent dans une ligue professionnelle de haut niveau. Là, à 52 ans,
c'est quelque chose aussi. Fait que c'est sûr que là, dans la Ligue nationale, au niveau puis de performer comme il le fait aussi, c'est un peu comme Tom Brady. Tu regardes ces gars-là, puis tu te dis comment que corps arrière au football, là, c'est quelque chose. Là. Tu te fais rentrer dedans, puis quoi, il a joué jusqu'à 42, 43, ou Aaron Rodgers, ces gars-là, tu te dis, tabarouette, génétiquement, ils ont quelque chose dans eux, j'imagine aussi, qui sont capables de récupérer rapidement, je sais pas, là, toi qui est dans le domaine, il doit avoir un facteur J'ai aucune explication. génétique. J'ai aucune explication, mais c'est sûr qu'il y a Ovechkin particulièrement, tu regardes la constitution physique de ce gars-là, il a pas l'air tout à fait humain. Là. Ouais, exact. Un tank. Gros, là. Ah oui, on dirait un tank. Puis, mais tu sais, comme ça, c'est un joueur que je me compare pas du tout à lui, mais c'est un joueur qui avait un style unique. Ouais. Puis qu'on l'a laissé jouer dans son style parce que, tu sais, comme là, la façon qu'il joue au hockey en ce moment, si c'était pas à l'aide, il franchit pas souvent sa ligne bleue, je pense. C'est l'effort qu'il met. Je pense pas qu'il revient dans sa zone souvent. Non, c'est ça, mais il score, il shoot, puis il la met tout le temps dedans. Ouais. Moi, souvent, on en parle avec les gars avec qui on joue au hockey, puis ça fait quoi, 20 ans qu'il joue dans la Ligue nationale, 20 quelques années, puis tu dis, tout le monde sait qu'il va être là, qu'il attend le one-timer, puis tout le monde le sait, là, avant la game, le plan de match, il regarde sur le board, OK, Ovechkin va être ici, on essaie de limiter les passes across pour pas lui donner la shot, puis ça fait 20 ans qu'il est là, puis qu'il shot, puis que ça marche. Je te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais en fait, moi, quand tu racontes ça, moi, je pense toujours au pauvre gardien. Ouais. Tu sais, qui est là, puis qui le voit à sa droite, puis qui sait que ça va rentrer, là. Ah non, c'est des fou. Boulets, là. Ouais. Plusieurs fois, là. Mais c'est un pas, peu lui pas une fois dans le match, là. Sur un jeu de exact. puissance, ça peut rentrer comme 3-4 fois. C'est un peu lui qui a parti la mode un peu des hockey vraiment plus flex. Là, avant, on jouait avec des hockey plus raides, ou même si on recule en arrière des bâtons de bois, il fallait que ça soit raide, puis les gars ils voulaient des hockey super stiff, puis tout ça. Puis là, ben, tu regardes aujourd'hui les gars, de la façon qu'ils lancent, c'est des hockey super flexibles, des petits bâtons, puis le puck, ils utilisent la technologie pour du bâton, puis Ovechkin, dans les premières années, c'était ça. Fait que, lui, de son flex, de son bâton, il me semble que c'est un 72, là. En tout cas, pour ceux qui connaissent ça, c'est vraiment pas un haut flex, mais c'est un gars de 2,30, 2,40. Normalement, tu voyais ces flex-là chez des jeunes de 15 ans, 16 ans, début junior peut-être, parce que t'es moins pesant, mais c'est comme ça. Fait que d'apprendre ce que ça fait, c'est que son bâton... Son bâton plie complètement. Puis sa shot est vraiment dur à lire, entre autres, à cause de ça, parce que le bâton est tellement plié que le seul mouvement qui reste, c'est le fouettage de la palette, si tu veux. Okay. Mais ses mains sont déjà avancées, fait que le bâton, il est engagé, puis le goaler, il sait pas le shot, il s'en va où. Parce qu'il lit l'angle de la palette, mais tant que ton bâton est en arrière, le goaler, il peut pas voir. Mais tu penses que les gardiens ont le temps de voir ça, toi? Ben, si tu parles avec des gardiens de haut niveau, ils vont te le dire qu'ils regardent la façon que la palette est placée. Ça devient instinctif, mais que c'est tout des petites tails qui peuvent voir là, où est-ce que ça s'en va, comment que le bâton plie. Mais lui, il est tellement placé drôlement, puis son bâton est tellement flexé que t'as aucune idée. Fait que c'est vraiment juste, j'ai aucune idée. Je reviens puis encore une fois, juste l'effort puis la souplesse que ça prend pour faire ça. Parce que moi, j'ai recommencé beaucoup à suivre le golf récemment. Ouais. Puis écoute, à l'âge d'Ovechkin... Ouais, ton sac était d'ailleurs c'est le sac de mon fils, en fait. Ah, ok. Mais, qui est fanatique. Ça sera l'objet d'un autre épisode. Mais même à cet âge-là, ou à 42, 43, même au golf, les joueurs commencent à être âgés un peu. Ouais. Puis c'est un sport qui, en apparence, est... plus facile, on va dire. Disons, certainement moins difficile. Physiquement, là. Il y a des blessures quand même. Les joueurs s'entraînent beaucoup plus qu'avant. Mais là, c'est la répétition. Ce qui avait porté, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais John Daly. Ouais. John Daly, je l'avais entendu en entrevue, puis il pensait que les golfeurs d'aujourd'hui s'entraînaient trop, poussaient trop au niveau physique, puis il pensait que ça allait peut-être raccourcir les carrières. Ouais. Les gars étaient trop musclés, ils visaient. Mais en même temps, lui était à l'opposé aussi. John, c'est différent. C'est sûr lui, que lui. Il ne pouvait pas se blesser, John Daly, dit, parce que tu ne peux pas étirer de la graisse. Ouais, c'est ça. Écoute, bref, quand même, c'était un univers fascinant. Donc, mais je te rejoins un peu là-dessus. Moi, j'aime le hockey, mais je ne suis pas un fanatique non plus. Là, puis, je n'ai pas joué du tout le niveau que toi, tu as connu. Là. Mais ça nous amène quand même à ton retour au jeu, donc l'an dernier.
Avec le National de Québec, donc... Oui, c'est ça. Ben, on a effleuré le sujet tantôt avec... ça partit un peu de... Il y a une nouvelle équipe là, l'année passée qui est arrivée, le National de Québec, dans la Ligue nord-américaine. Puis, je n'étais pas impliqué à ce moment-là avec l'équipe ou rien de ça. Puis, un de mes amis qui était impliqué un peu avec l'équipe qui m'a dit « Ah, reviendrais-tu jouer? » Leur début de saison, ça allait coup-ci, coup-ça là, avec le National l'année passée. Puis là, j'ai dit « Oublie ça, là, impossible. » Je sais comme ça fait 9 ans que j'étais à la retraite, que oui, je joue... une fois par semaine avec les chums, mais comme, tu sais, revenir contact intense, c'est une ligue de gars qui sont en fin vingtaine, je suis pas là pantoute, oublie ça. Puis ça reste comme ça. Puis une semaine ou deux plus tard, je m'en vais en Floride avec mon cousin, puis entre autres, cette semaine-là, c'était le combat de Mike Tyson qui est contre Jake Paul, tu sais, puis là, sans parler du cirque derrière tout ça. Médiatique, oui. Ça reste que Mike Tyson, il s'est remis en shape solide à 50 ans ou 52 ans pour faire ça. Puis là, en parlant avec mon cousin, mais il disait, l'âge, c'est juste un chiffre, là. Fait que là, je dis, c'est comme Éric le Sage, il voudrait qu'il m'a parlé de revenir avec le National. Puis là, mon cousin, là, il est venu... excité, comme il m'a vu comme un projet, genre, comme on le fait, tu sais. Puis il était tellement excité puis convaincant qui m'a convaincu. OK. Fait que... là, on est quand à l'époque? Ça, on était en novembre l'année passée. Là, 2 ans. 2023. Non, 2024. Novembre 2024. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme un peu parti comme ça. Fait que j'ai dit à mon chum qui m'avait approché avec le National, j'ai dit, écoute, là, je suis vraiment pas... en forme, je me souviens, on était... shape pour écoute, on était en Floride, puis j'avais pris un petit vidéo pour le fun avec mon cousin. On avait été... tu sais, il y a les plages à Miami, là, au Fort Lauderdale, que tu peux t'entraîner dehors. Puis là, mon cousin dit, viens, on va aller faire un petit training, on repart ça aujourd'hui, let's go. Puis écoute, je me souviens, on a fait quelques exercices, puis écoute, je me suis mis à cramper, tu sais, ça le faisait pas pantoute. J'étais pas du tout en forme, là, tu sais, à ce moment-là, pour performer, je parle, là. Fait que je partais de vraiment, vraiment loin. Puis écoute, comme on peut voir dans le documentaire, je me suis remis en forme, puis j'ai quand même bien performé, puis ça a bien été. Fait que quand j'ai décidé ça, ben, j'ai dit donnez-moi 2 mois, je vais revenir en janvier. Après les fêtes, là, je vais me prendre 2 mois pour me mettre en forme. Je veux bien faire les choses. Si je pourrais revenir, pour ma santé personnelle, je veux pas me blesser, mais aussi pour l'équipe, je veux arriver puis être un atout à l'équipe, pas juste Yannick arrive, puis on le fait jouer parce que c'est Yannick Lehoux. C'était pas ça. Fait que j'ai fait un commitment, puis en parlant avec un de mes chums qui est producteur... ça se passe tout en même temps, ça. Oui, exact. Okay. Il me dit « Hey Yann, c'est malade, on devrait faire un documentaire là-dessus, puis tout ça, ça serait cool. » OK, go. Moi, je suis toujours partant pour tout. On est rendu en décembre? Ben ça, c'était début novembre, parce que quand on est revenu, on est un souper avec des amis, là, je dis ça, mon chum qui est producteur, il est là, on se met à jaser de ça, puis là, il dit on fait de quoi avec ça? Ça serait malade. Puis là, lui, il venait de voir qu'avec Bell, il y avait des subventions un peu pour les premiers producteurs. Fait que moi, j'ai appliqué. Okay. Comme pour avoir un budget avec TV1, le Bell, la chaîne qui a produit ça. Fait que on a déposé ma candidature, puis ils ont trouvé ça cool. Comme vu que c'était pas juste sur un documentaire sur le hockey, on parle de la santé de l'homme en général. J'ai rencontré Stephen Lauries, entre autres, qui est un neurologue, chercheur cerveau ici. Là. Lui, c'est un Belge, mais là, maintenant, depuis une couple d'années, il est ici à Québec. Puis, c'était vraiment, vraiment fascinant. Fait que, tu sais, avec des nutritionnistes, des psychologues aussi sportifs, un entraîneur, tout ça. Fait que ça faisait ça fait un petit documentaire qui englobe un peu la santé de l'homme en général. Fait que il y avait ce côté-là. Puis écoute, ça a quand même bien fonctionné parce qu'il y a beaucoup de monde, autant qu'avec l'année passée que j'ai joué, qui voyaient que je recommençais à m'entraîner ou après le documentaire, il y en a plusieurs qui m'ont dit du monde de mon entourage que je connais bien, mais pas nécessairement des amis qui m'ont dit hey, en tout cas, tu m'as donné le goût de recommencer à m'entraîner, puis hey, merci, puis good job. Fait que ça a eu quand même un impact, je pense, sur certaines personnes. Fait que le but, c'était ça, puis ça a été le fun. Mais quand tu as présenté ton projet à Bell, il fallait présenter le concept complet, le nombre d'épisodes. Oui, exact. Parce que dans les gens qui écouteront là, le documentaire, l'âge est juste un chiffre.
condition physique, neurologie, alimentation, psychologie. Ouais. Vous êtes arrivé avec Ouais, une feuille au de route début, pas mal complète? ouais, ou... presque complète. Là. Après ça, j'ai présenté quelque chose, puis j'ai eu quelques rencontres, puis là, eux, ils disaient, je me souviens pas exactement la première version exacte, mais ils disaient, nous, on aime vraiment ça, mais on veut pas que ça soit un documentaire juste sur le hockey. C'est pas ça. Nous, ce qui nous parle, c'est que si vous poussiez la portion santé d'homme, puis tout ça, si on trouve ça intéressant, la remise en forme. Fait que là, on a rajouté 1 ou 2 thèmes pour vraiment aller dans cette lignée-là, puis dire comme on s'enligne sur comme plus santé de l'homme, puis oui, le fil conducteur, ça reste c'est le hockey. Parce que c'est ça le but, c'est ça la quête, c'est la remise en forme, puis de finir l'année, puis espérer gagner un championnat, là, fait que c'était ça un peu la quête, puis à travers ça, on découvre, puis on apprend sur certaines choses, fait que, puis là, le budget qu'on avait aussi, on a des heures et des heures et des heures de footage, mais ce qui coûte cher, puis ce qui prend du temps, comme tu le sais, avec le podcast, puis l'editing, c'est ce qui coûte cher, la colo, puis les sons, puis tout ça, fait que avec le budget qu'on avait, ça fait comme une mini-série, fait que les épisodes... C'est ça, des courts épisodes, comme je t'avais dit, après l'avoir écouté, j'en aurais pris plus, là, donc c'est 5 épisodes. 5 épisodes de à peu près 15 minutes. 15 minutes, c'est ça, donc... mais dans le temps, là, donc, ça commence... il me semble que ça a l'air série, cette histoire-là. En novembre, t'es en train de faire de la fonte en Floride, puis là, finalement, un petit souper, on se fait un podcast, on rencontre en les gens. 2 semaines, ça a marché avec Belle, bing, bang, puis non, c'est tout, tu sais, quand it's meant to be, là, tout s'est enchaîné, puis écoute, ça a vraiment parti, puis est-ce que disons, la portion remise en forme a continué pendant que tu avais déjà recommencé à jouer? Ou tout le documentaire est filmé avant ton... Tu sais, les portions quand tu vas voir le psychologue, le neurologue, les exercices avec ton cousin. Il y a un petit peu de montage aussi à travers ça, parce que là, comme je te dis, dans le timing, il y a des choses qui ont été faites plus vers la fin, que dans le documentaire, ça paraît que c'est comme peut-être au milieu ou pendant, mais c'est que, comme tu vois là, dans le timeline de partir de ça, puis d'avoir un documentaire puis qui est terminé en mars, là, parce qu'on s'entend que ça a commencé, l'idée est en novembre, puis tout ça a été fini de filmer en mars, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fallu qu'il se passe là, dans ce court laps de temps-là. As-tu comme un épisode fétiche ou une section de la préparation que tu as préférée? Là, moi, sans insulter ton cousin, peut-être? Oui, c'est ça. C'est certain que le Gab, ce qu'on a fait ensemble, c'est pour moi ce qui est le plus significatif, c'est ça, parce que... Plus rentable, peut-être, entre guillemets, pour un joueur? Non, mais le plus fun d'apprendre, c'était le fun de travailler avec lui, puis de voir des trucs, justement, un peu ésotériques, au final, tu te dis, crime, ça marche, tu sais. Puis là, mettons, ça fait quelques mois là, que j'ai pas rejoué, puis là... les petits bobos que j'avais, j'ai fait plus mes exercices, ça ressort, mais c'est tous des exercices qui paraissent un peu bizarres, mais là, je recommence à avoir ces petits bobos-là, puis j'ai fait plus mes exercices. Fait que, à quelque part, tu te dis, ça marche. Fait que pour moi, ça, c'était quand même significatif, mais j'ai adoré ma conversation avec Stephen Laurie. Le neurologue. Puis d'ailleurs, il est supposé venir à mon podcast le mois prochain. Là, on va jaser ensemble parce que lui, il a écrit des livres, entre autres, les expériences de mort. Comment t'appelles ça? Imminente, là. Il a écrit un livre là-dessus, il a fait de la recherche là-dessus. Il parle beaucoup de méditation aussi. Il a fait des entrevues, puis il a écrit, puis des études avec Mathieu Ricard, là, le moine. Il en parle dans le documentaire, d'ailleurs. Exact. Fait que ça, de jaser avec lui, puis le cerveau, pour moi, c'est tellement quelque chose qui est fascinant. Écoute, je te suggère de lire les livres de David Fortin, qui est neurochirurgien à Sherbrooke, puis que j'ai eu comme invité aussi. Puis qui est rendu à son 5e, je pense. OK, cool. 4e, 5e. Puis il parle du cerveau, là, c'est sûr que ça va t'intéresser. Et ton collègue neurologue doit le connaître, c'est sûr. Probablement. Certain. Ça, c'était la portion que moi, j'ai le préféré. Puis aussi, c'était rassurant. On a fait comme un IRM de mon cerveau. Fait que j'avais quand même eu 1 ou 2 commotions cérébrales dans ma carrière, puis dont
une que j'avais manqué plusieurs semaines, même mois. Fait que c'est toujours intéressant de voir un peu, j'ai-tu des dommages, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rester, parce qu'on le sait, là, les commotions, les coups à la tête, ces choses-là, ça peut avoir un impact. Fait que des fois, je peux paraître bizarre, mais c'est pas à cause que mon cerveau il est pas correct. C'est juste moi qui est comme ça, là. Fait que mon cerveau est en santé. Puis, parle-moi donc de la portion psychologie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Parce que, honnêtement, j'écoutais ton invité. Sylvain Guimond, ouais. Je pouvais faire des corollaires avec la chirurgie. Quand il parlait de visualisation, Ouais. en l'écoutant, j'ai réalisé que dans mon travail, on fait ça tout le temps. Ah ouais, hein? Ben, parce que quand on a une intervention chirurgicale en tête, ce qu'on fait, c'est de la visualisation. Là. Mm-hmm. On va dire, c'est sûr que les étapes de base, on ne les revoit pas, là. Mais parfois, même oui, là, on va dire, par où on va entrer dans l'abdomen, dans la paroscopie? OK, on va rentrer à l'hypocondre. OK, qu'est-ce qui est en dessous à ce niveau-là? Ben, là, il y a la rate, Mm-hmm. il y a l'estomac, il y a peut-être des adhérences, il n'y a peut-être pas d'adhérence. Ensuite, les autres trocars, on va probablement les mettre là. Puis là, on va mobiliser l'estomac en passant par la gauche. Mais chez ce patient-là, des fois, on discute avec le collègue, on va peut-être passer par la droite. C'est juste de ça, là. Mm-hmm. Puis toi, ta visualisation, je trouve ça intéressant. Tu fais ça, tu revises la veille de la journée à veille, ou tu le matin avant chaque cas? Ça peut être un peu n'importe quand. Non, mais je peux pas dire que moi, je vais prendre un moment pour m'asseoir pour le faire, mais c'est en continu. Là, oui. Mais toi, ta préparation de tes chirurgies, est-ce qu'elle se fait plus la veille ou le matin même? Qu'est-ce que tu prépares dans ton day-to-day? En fait, je dirais qu'il n'y a plus vraiment de préparation. Rarement. Là. Tu vois, cette semaine, j'ai fait un cas un peu plus complexe. Puis j'y ai pensé pendant la nuit, avant. Mais tu sais, c'était un cas plus rare. Ouais. Puis je me suis réveillé en pensant à ça. Là, ouais. Ça veut dire que j'y pensais en dormant, de me dire... Il y a 2-3 écueils techniques dans ce cas-là. Mais c'est certain que les cas, je te dirais... comme la routine, là. Ouais, exact. C'est ça, sûr on va quand même penser un peu, là. Je veux dire, mais je réalise que c'est toute une pratique involontaire. Là. Ouais. Mais on le fait tout le temps, là, on visualise, là, puis on opère avec des résidents, on fait de l'enseignement. C'est comme si on visualisait pour eux. Ouais. Il faut essayer de leur transmettre. D'ailleurs, je vais certainement essayer d'avoir ton docteur... Laurie? Non. Sylvain Guimond? Oui, en entrevue, si tu me le présentes. Ben là, oui. Mais je pense qu'il y a des corollaires à faire, c'est sûr. Ben oui, non, mais c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on entend parler un peu plus de la neuroplasticité aussi. Oui. Puis, tu sais, il y a vraiment quelque chose de il y a même des études qui ont été faites qu'ils mettent un groupe qui s'entraîne. Exemple, j'ai une étude, entre autres, que c'est des curls, des biceps curls. Mm-hmm. Tu fais le bicep curl. Après, il y en a un groupe qui font juste le faire. Il y a un groupe qui font rien, ils font juste s'imaginer. Ils font des bicep curls. Puis le dernier groupe qui fait les deux. Ils se l'imaginent, puis ils le font. Puis les stats de ceux qui en font pas, puis ceux qui en font. Évidemment, le meilleur groupe, c'est ceux qui font les deux. Mais il n'y a pas une si grosse différence entre ceux qui en font pas puis ceux qui font juste se l'imaginer, puis ceux qui en font, c'est fou. Hein? Juste de s'imaginer over and over and over. Puis tu parles de trucs. Moi, j'ai entre autres, à l'époque, dans la tête, je me souviens, je le vois encore vivide dans ma tête. Il y avait, à TV, il y avait un truc l'été qui passait avec le NHL qui était quand j'étais chez mes parents. Puis je me souviens, il y avait Milan et Duke, à l'époque, qui jouaient avec Colorado, qui avait fait une feinte devant un gardien de but, puis tout ça. Puis il n'y a pas de hockey, puis c'était de quoi... C'était comme une genre de je sais pas, là, un genre de highlight tape qui roulait tout l'été. Fait que je l'écoutais. Puis la saison a commencé, puis la 2e ou 3e game du camp d'entraînement, j'ai fait cette feinte-là, mais je l'ai jamais pratiqué. Puis c'est de quoi que j'avais jamais fait avant. Fait que c'est vraiment juste de l'avoir vu. Mon cerveau l'a adapté, puis... ce qui m'amène en fait un lancer de punition. Mm-hmm. Est-ce que, comme joueur, toi, avant de partir au centre, est-ce que ta feinte était déjà décidée? Oui, puis non. Ça, c'est intéressant. Si tu me donnes une couple de minutes pour élaborer là-dessus, là, moi, quand j'aime ça dire que je vais faire une courte histoire longue. Oui. Oui. Fait que quand j'étais jeune, puis oui, j'étais déjà à l'époque, comme je te dis, j'étais bon, puis on avait représenté les petits Canadiens au tournoi Pee-Wee de Québec. OK. Puis ce match-là, mon nom circulait que c'était quand même, on entend parler des fois là, quand il y a des bons joueurs, venez voir ça, tout ça. Puis je me souviens, on avait rempli le Colisée, il y avait même ouvert à l'époque la 2e section en haut, et c'était sold out pour notre match contre les Rangers de New York, c'était la division comme NHL, si tu veux. Oui. Puis c'est 1-1, on s'en va en fusillade. Puis là, on est
c'est moi qui lance. On s'est 0-0 dans les fusillades. Si je score, on gagne. Puis là, ben, écoute, tout le monde, c'est comme, ben, c'est sûr qu'on gagne. C'est Yannick qui s'en va. C'est sûr que Yann, il score. Puis je m'en vais. Je rentre. Puis là, je fais une feinte, c'est comme aller du revers. Puis là, je viens pour lancer. Puis le puck, il saute par-dessus ma palette. Puis le puck s'en va dans le coin. Fait que je vais même pas shotter. Finalement, les autres, ils scorent pas. On score, on perd le match. Ça reste comme ça. Des années plus tard, le shootout est instauré dans Midget 3 quand les matchs sont nuls. Cette année-là, j'ai fini premier scoreur de la Ligue, Midget 3. Puis j'avais pas de misère à scorer dans un match. Mais en fusillade, j'étais 0-8 cette année-là. Puis après ça, là, jamais que j'étais capable de scorer en fusillade. Jamais. Puis un été, j'ai travaillé avec un psychologue sportif, Lior Doran, un gars de Montréal. Puis on avait travaillé sur la visualisation, puis de tout ça. Puis là, j'avais vraiment analysé les feintes, puis ainsi de suite, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis j'avais noté, exemple, deux tendances. Fait que si t'arrives à droite, si t'arrives à gauche. Puis j'ai travaillé là-dessus. Puis fast forward, une année dans la Ligue américaine, quand j'avais joué avec les Bulldogs d'Hamilton, j'ai été 8-8 cette année-là. Puis à cette heure, même aujourd'hui, en échappé, j'en manque à peu près jamais. Puis ça fait un petit peu un bridge avec ce qu'on parlait tantôt de la visualisation, puis de le voir. Puis pour répondre à ta question, quand j'arrive à droite, je fais toujours la même chose. Fait que ma décision au début, selon ce que le goaler a de l'air ou comment il bouge, je me dis, je rentre-tu à gauche ou je rentre à droite? Puis si je décide que je rentre à gauche, ben je regarde pour 2 trucs. Si je décide que je rentre à droite, je regarde pour 2 trucs. Je pense donc, tu as comme 4 feintes. Ouais, que je fais. Ça veut dire que si le gardien te connaît, il pourrait se préparer. Ben, les deux feintes que je fais d'un bord ou de l'autre sont un peu à l'opposé. Fait que ça dépend de ce que lui me donne. Tu comprends? Okay. Fait que c'est là le petit read and react de dire, OK, il me donne tout ça? Oui, je le prends. Si ça, il me l'enlève, je fais autre chose. Puis tu sais, honnêtement, j'en manque pas bien. Même aujourd'hui, c'est rare que j'en manque. Puis, fait que c'est beaucoup de visualisation puis de la préparation mentale qui a fait que ça fonctionne dans le fond. C'est quand même intéressant. Écoute, à suivre. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, comment as-tu trouvé ça, le fait d'être filmé en continu? Ben, la portion, je pourrais comprendre la portion à la salle d'entraînement ou autre. Un one-on-one avec neurologue, psychologue ou autre, mais la portion dans le vestiaire, puis les caméras dans le vestiaire avec les joueurs, tout ça. Ça me dérangeait un peu parce que, tu sais, au début, ça va être cool, puis après ça, c'est comme un peu, ben je suis qui, là, moi, Yannick Lehoux, de me faire filmer partout, tout le temps, même à l'aréna. Tu sais, je voulais pas être une distraction pour l'équipe. Fait que, tu sais, ça, je te dirais que des fois, je trouvais ça... Surtout, vous étiez en série, puis... c'est ça, exact. Exact. Puis, tu sais, le setup dans la Ligue américaine, Ligue nord-américaine, les chambres où ce qu'on est dans les arénas, où ce qu'on joue, tu sais, c'est pas les chambres de la Ligue nationale. Fait que quand tu arrives avec un camera crew puis un preneur de son,
c'est sûr que ça prend de la place dans un petit locker room que des fois quand ça va bien, c'est pas grave, mais les matchs que ça va moins bien, puis là le goaler il laissé 2-3 buts, puis là tu piles sur sa poche, puis là il est pas content. Comme il y a des choses comme ça que moi je me sentais un petit peu intrus peut-être là-dedans de déranger les gars. C'était pas ça le but. Puis en plus, c'était pas un gars de l'équipe nécessairement. Je veux dire, t'étais... Ben, quand je suis arrivé, c'est ça, surtout que là, le premier match, ben comme on commence à filmer, là, j'arrive avec un camera crew. Fait que, c'est sûr que c'était particulier, mais comme je te disais tantôt, je me suis préparé, puis quand je suis arrivé, j'étais là pour les bonnes raisons aussi, là, fait que je pense que les gars, au début, ils ont peut-être trouvé ça particulier, probablement, mais comme je mettais l'effort, puis que j'étais là pour de vrai, puis que je faisais ça pour les bonnes raisons, ça a embarqué, puis ça a été Avais-tu l'impression que les gens étaient naturels? Je pense à l'entraîneur, tout ça? Oui. Les petits discours d'avant-match ou entre les périodes. Ben, t'entends Pic, Alexandre Picard, il est assez naturel de ce qu'on voit, là, qu'on entend parler. Pic, il était pas trop dérangé de ça. Je pense que c'est un peu... si tu amènes une caméra pour 1 minute puis tu veux filmer quelque chose, là, des fois, les gens vont plus y penser, mais quand c'est là... Les gens l'oublient. Puis les gens, ils l'oublient, puis le naturel revient, puis même des fois, les gars, ils font un peu exprès, de lancer des jokes, mais la beauté du montage, on peut couper ce qu'on veut couper, hein, fait que non, c'était le fun, ça a été une belle expérience, puis qui sait peut-être en refaire autre chose un jour. Un autre sujet. Ouais. Mais ton retour au jeu, par ailleurs, ça s'est arrêté cette année, finalement, tu me racontais, là... Ouais, j'ai recommencé à jouer, j'ai joué 2 matchs au début de l'année, puis je me suis blessé au dos, j'ai pas été vraiment un diagnostic là, poussé avec résonance, puis tout ça, mais ça ressemblait un peu à une genre d'entorse lombaire, là, puis... ça m'a quand même fait peur. Là. J'avais vraiment été barré mal au dos pendant un gros mois de misère à me sortir du lit. Fait que ça m'a comme un peu enlevé le goût de retourner dans le gym, de me repousser. Puis j'étais là, je l'ai fait. Là j'ai pas envie de me faire mal. Puis il y a une couple de gars dans l'équipe de mes amis qui déchiraient un croisé, cassaient une clavicule. Là, j'étais là, je l'ai fait. Là, l'année passée, ça... Knock on wood, ça a bien été quand même, malgré tout, des petits bobos de jouer au hockey, mais rien de sérieux. Fait que je me disais, pourquoi presser le citron encore, là, c'est assez. Puis mon dos m'a comme dit, c'est assez, là, le vieux, t'es à la retraite. Fait que, fait que c'est de même que ça s'est terminé. J'étais encore impliqué, là, j'étais actionnaire de l'équipe avec d'autres gars. Fait que on a le national à cœur, puis on veut que ça fonctionne. On est d'ailleurs en série, là, on perd 2-0 dans la série, mais on joue contre Saint-Hyacinthe. Fait que là, ce soir, puis demain, on va voir ce que ça va donner. On va espérer que les boys vont virer ça de bord. À suivre. Écoute, c'est super intéressant, Yannick. Là. Avant de conclure, peut-être, écoute, on a même mis de côté complètement ton passage en politique aussi. Là. Ben oui. Donc, on devait faire de quoi? À la mairie de Fossambeau. Exact. Puis écoute, finalement, qui s'est soldé par un échec, mais parle-moi quand même de, je sais pas, une défaite, disons, mais... Ouais. Parle-moi quand même de l'expérience, là, d'où ça venait cette histoire-là. Ben moi, ça fait longtemps que je voulais faire de la politique, que j'avais ça en tête. J'avais même pensé déjà me présenter quand il y avait la course à la chefferie du Parti libéral. J'avais pensé même me présenter. J'avais fait des démarches pour ça, pour me présenter comme chef du parti, du moins à la course. Oh oui. Puis je l'avais comme en tête de faire ça. J'ai fait des podcasts, entre autres, avec Charles Millard, puis qui est maintenant justement le nouveau chef du Parti libéral. Puis on est encore en contact. Là. Charles, il est vraiment, je pense que c'est le bon candidat. Là. Pablo avait passé la première fois, mais je pense que le bon candidat, c'était lui. On va attendre la suite des choses, mais il y a quand même une histoire peut-être des messages textes là, qui auraient été forgés, là, qui vient mettre, je sais pas si tu as vu ça cette semaine, là, il y a peut-être l'UPAC se questionnait sur l'authenticité des messages textes. Mais bref, parenthèse, mais je te laisse poursuivre donc sur ton aventure. Non, mais c'est intéressant. Fait que c'est de quoi qui m'a toujours intéressé. Tu sais, le Parti libéral, c'était une chose. C'était plus l'idée de, si tu veux avoir un impact en politique, il faut que tu sois comme un chef, faut que tu sois élu. Puis, fait que je être au pouvoir.
d'être chef, Idéalement, t'as plus de chances d'avoir un impact. Fait que c'était un peu ça, plus que nécessairement le parti ou quoi que ce soit. Mais bref, finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai changé d'idée. Mais c'était toujours un peu resté en tête. Puis en parlant à Fossambeau, il y avait quand même plusieurs personnes qui avaient un certain mécontentement avec l'administration qui était là. Et puis des gens proches de moi qui étaient « Ah ouais, fais-les! » Tu sais, puis le fait que maire de Fossambeau, c'est pas une job à temps plein non plus, là, tu sais, c'est pas comme être député ou quelque chose comme ça, là, c'est ça ton travail, fait que c'était de quoi que je pouvais garder mon travail, puis juste... une petite mise en bouche, disons. Là, c'est ça, fait que je me suis dit « Ah, pourquoi pas, je vais l'essayer. » Puis j'ai aimé ça, mais j'ai trouvé ça particulier, j'ai trouvé ça, tu sais, dans le porte-à-porte, tout ça, c'est le fun, les gens, tu sais, parler avec le monde, puis voir comment on peut faire une différence, puis aider la communauté, là, surtout comme Fossambeau, c'est une petite ville. Fait que, mais ce que j'ai trouvé tough, parce que là, on s'entend, moi, j'avais pas de chef de campagne, j'avais pas personne, là, c'est une mairie à Fossambeau, fait que c'était moi, puis moi, j'avais mon équipe, j'avais quand même des personnes qui se présentaient avec moi, mais c'est moi qui gérais les réseaux sociaux, qui gérais tout ça, t'sais. Puis, fait que, tu veux jamais lire les commentaires, tu dis toujours, ah, c'est pas grave, mais c'est toi qui gères ta campagne, t'as pas le choix de les lire pour ajouter le tir, puis tu sais, des choses que le monde écrive, le monde est tellement méchant sur les réseaux sociaux, puis tu sais, d'inventer des histoires là, complètement farfelues, des affaires juste comme pour me salir, dans le fond, pour faire élire l'autre personne, si tu veux, là, que ça m'a... J'ai trouvé ça plate. Je me suis dit, hey, imagine, c'est juste Fossambeau que tu te présentes comme premier ministre du Québec ou pour être élu, là, le monde est tellement, tu sais, comme... C'est ça, méchant. C'est pas d'autre façon de le dire pour... juste, dans le fond, pour... c'est pas sur une bataille d'idées, là, c'est juste de comment... qu'est-ce que je peux trouver? C'est quoi la dirt que je peux trouver sur lui? Puis j'en ai pas, là. Mais tu sais, il y avait des trucs que moi, j'ai toujours habité à Fossambeau, mais maintenant, c'est rendu un chalet. Fait que j'ai un chalet là, mais t'es pas obligé d'avoir ta résidence principale hein, quand tu te présentes comme ça. Puis là, les gens, ils sortaient des photos qu'ils ont allé chercher sur mon Facebook, comme quoi que j'habitais au lac Saint-Augustin. Puis tu sais, juste pour comme mettre le doute, dans le fond, aux gens qui sauraient pas. Là. Mais tu sais, c'est toutes des histoires juste pour mettre de la marde. Là. On va se le dire en bon québécois. Là, tu sais, c'est juste pour mettre de la marde, que c'est non fondé, mais les gens qui font pas vraiment de recherche vont dire « Ah ouais, c'est sûr. Lui, il habite même pas là. » Mais tu peux pas te présenter puis déposer ta candidature, c'est vérifié par le DGE. Là, tu peux pas juste dire « Ah, j'habite là, puis c'est pas vrai. » Fait que, mais juste, comment trouver pour mettre la chicane puis tout ça. Fait que ce côté-là, c'était pas un débat d'idées. Là. C'était vraiment juste... mais j'ai trouvé ça le fun. Le débat, entre autres, là, j'ai fait un débat avec lui, le maire qui a été élu, M. Poulain. J'ai trouvé ça super le fun. On avait le même but, bien servir la communauté de Fossambeau, mais pas la même façon d'y arriver. Là, puis c'était vraiment intéressant de voir la différence aussi parce que c'était filmé. Là. Je sais pas si tu avais écouté le débat, mais M. Poulain, c'est un homme de politique municipale de carrière. Lui, ça fait, je pense, 40 ans qui a juste fait ça de sa vie. Il a été directeur général à Rivière-du-Loup, entre autres, pendant des années, puis tout ça. Fait que, lui, il est arrivé, il est préparé, puis il a tous ses papiers, ses stats, puis toutes les choses qu'il veut mettre de l'avant, puis dire, puis là, ben, moi je connaissais mon truc, mais moi je suis comme ça un peu dans la vie, là, puis là, moi, j'ai pas de papier, je suis juste prêt, je réponds aux questions, puis... Ça devait l'angoisser un peu. Ben, tu arrives comme ça, là. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, dans une couple de fois, tu voyais dans le débat qui était fâché un petit peu, là, tu sais, là. Fait que ça a été le fun. Écoute, c'est de bonne guerre, là, c'est ça, la politique. Puis c'est bien correct que la population a voté pour lui, puis ça marche, mais c'était le fun. J'ai bien aimé ça. À refaire ou... Peut-être. Là, je te dirais non. Là, je trouve que... Trop de projets. Ben, peut-être trop de projets. C'est vrai que j'étais un gars de projet pas mal, mais il y a beaucoup de trucs, même au Québec. Que la politique, en ce moment, je trouve que c'est un drôle de moment d'être en politique. Il y a beaucoup c'est très polarisé. Là, autant, oui, on le voit avec ce que Donald Trump fait, mais même au Québec, c'est très polarisé. Puis des fois, on se pose la question, veux-tu vraiment trouver des solutions? Comme dans le milieu... dans lequel moi je suis encore représentant dans le domaine médical, puis toi aussi c'est ton monde, puis tu sais, il y a des fois tu dis, il y a des questions simples, tu sais, juste comme on tape
sur certains points qui étaient comme, si tu veux sauver de l'argent, là, c'est pas là qu'il faut couper. Il y a des trucs que c'est évident. Une des stats, je sais pas si tu pourrais peut-être me répondre d'ailleurs là-dessus. Ça a-tu déjà été vraiment sorti le budget de dire qu'est-ce qui coûte quoi? Exemple, les implants, le côté day-to-day, disposable, puis tout ça coûte X. Les salaires des chirurgiens, ça on le sait, ça tout le monde en parle, les médecins, le staff. Mais le reste du budget, sur 66 milliards, je sais pas c'est combien de milliards, on n'entend pas vraiment parler. Il est où le breakdown de ça? Parce que je pense que ça serait frappant de voir que probablement 30 milliards de ça tombe juste dans de la paperasse. Là. Ben, peut-être pas 30 milliards, là, mais c'est sûr que c'est disponible. Mais d'après moi, ce sera un exercice très difficile d'extraire les données. OK. Il faudrait... Parce que ce sont des budgets, je veux dire, c'est des documents de centaines de pages. Non, mais en même temps, je veux dire, les infirmières, il y a combien d'infirmières au Québec? On peut quand même extrapoler. Une quarantaine de mille. Mêlé à 100 000 par année de moyenne. Des médecins, il y en a combien mêlés à X nombre? Je veux dire, il y a quand même un calcul assez facile à faire de dire après ça, les implants, les papiers de toilette, toutes ces choses-là. Je veux dire, chaque hôpital, ils ont leur budget, ils dépensent. C'est assez facile de voir. Puis après ça, ce qui reste... En fait, une chose qui m'a toujours surpris dans le réseau de la santé, moi, dans les hôpitaux, à l'interne, c'est la gestion du budget au niveau des immobilisations puis au niveau des fournitures. Mm-hmm. Il y a souvent un frein à acheter... Je te donne un exemple, acheter une pince pour faire de la chirurgie qui va coûter 3 000 $. Là, il va falloir que tu remplisses une requête. Tu sais, ça va être relativement complexe, mais ce qui est, entre guillemets, disposable ou jetable, c'est bord ouvert. Souvent, c'est bord ouvert. Tu ouvres un équipement qui coûte 700 $ qui est jetable, tu l'échappes par terre par accident. On ouvre un autre. Là. Ouais. Finalement, c'est pas le bon. Il va me chercher l'autre. Tu es rendu au prix de ta pince assez rapidement. Puis, c'est pas le même budget. Non, exact. C'est plus facile. Mais surtout ça m'a toujours surpris. Mais aussi, on le voit aussi avec... écoute, j'ai été en orthopédie pendant 10 ans. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est pas la même spécialité, mais comme j'ai été avant en chirurgie générale avec d'autres compagnies, là, j'étais en ophtalmologie. Fait que j'ai pas mal touché à peu près ou entendu toutes les histoires justement des fournitures médicales à gauche puis à droite. Puis c'est tellement pas là c'est pas qu'il faut pas couper puis faire attention là, mais c'est pas ça qui gruge le budget. Ouais, c'est ça. Puis c'est le service le meilleur, ce que tu peux offrir à ton patient. Des fois, comme là maintenant avec les lentilles, comme là, ils coupent encore les montants qu'ils veulent donner pour rembourser. Fait que ça va encore le patient qui va payer pour une lentille premium ou quelque chose que tu dis, pourquoi qu'on paye pas? C'est pas là-dessus. C'était illégal, ça encore, mais ça existe encore. Ça. Ouais. Fait que pourquoi que c'est comme ça que dans les faits, c'est pas ça qui, en bout de ligne, qui fait qu'on dépense 60 quelques milliards. Il y a d'autres endroits qui n'est pas un service direct aux patients qui coûte tellement cher, mais ça, on en parle juste du bout des lèvres. Là. C'est comme tabou un peu là, de rentrer dans ce sujet-là, mais que c'est tout là. Fait qu'il y a des trucs, justement, que en politique, je trouve que c'est ça qui est fâchant. C'est qu'il y a des évidences à faire, mais que ça avance pas, puis ça c'est dans c'est dead, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Penses-tu que si tu avais été élu maire, tu aurais été un maire frustré? Écoute, peut-être. Je m'étais présenté un peu dans l'idée de justement changer les choses. De changer les choses, puis je m'étais fait dire qu'au municipal, c'est là que tu as le plus de pouvoir, entre guillemets, sur l'impact que tu peux avoir là, dans le concret de la chose, de justement essayer de ramener ça plus lean un peu, avec un peu plus de common sense, puis de ramener ça. Je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus au service de la population ou du patient. Tout est loin. La première ligne, là, on le voit, là, le service, je pense qu'un coup qu'on est rendu à vous autres, c'est exceptionnel. On est servi A+, dans tous les domaines à travers le monde. Mais de se rendre là, tabarouette, c'est compliqué. Là. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas évident. Puis ça devrait pas. Ce que ça coûte, le système de santé, on paye un fort prix, je trouve, pour que... C'est pas que le service final est pas bon, au contraire, mais pour se rendre là, le système de santé est difficile un peu... Tout à fait. Écoute, pour faire l'objet d'une autre discussion, mais pour peut-être conclure sur la politique, moi, ce qui me le sentiment que j'ai parfois, c'est qu'on dirait que les gens oublient pourquoi ils ont été élus. En ce sens que, par exemple, la gestion municipale.
Donc, dans ma tête, c'est beaucoup la sécurité, le transport. Les poubelles, la neige. Les poubelles, la neige, des choses comme ça. Puis on est dans une ville comme Québec parfois, puis on entend dire, finalement, il y a un enjeu, on est surpris par l'intensité de la tempête de neige. Là, je me dis, ça se peut pas. Là. Donc, il y a des coupures. Exact. Il y a eu des coupures aux mauvaises places. Pour moi. Mais... Non, mais exact, c'est d'écouter le monde, puis d'offrir aussi oui, on veut une belle ville, on veut que les choses soient propres, mais gère tes trucs, mais tout l'excédent, c'est pas essentiel. Là, comme après ça, moi, j'ai toujours été plus d'une pensée utilisateur-payeur. Comme il y a des choses, si exemple, même pour revenir à la carte d'assurance maladie, si demain matin, de ton pourcentage de ce que tu payes, tu dis, OK, tu as le choix de opt-out, puis tu vas le payer 100% au privé. Là. Mais comme je te confirme, ça ne te coûterait pas aussi cher par année t'assurer puis payer tes rencontres. Oui, c'est ça, mais c'est parce que ça va nuire aux gens qui n'ont pas les Non, mais on en laisse une portion. Moi, je me disais, mettons que tu enlèves 10%, puis tu laisses le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent avec ce 10%-là de plus. Si t'es pas malade, puis t'en profites pas, puis mais là, si tu as à y aller, tu payes. Parce que souvent, l'étiquette modérateur qu'ils voulaient mettre, c'est toujours en surplus de ce qu'on paye déjà. Moi, ce que je voyais, c'est faisons l'inverse. On va donner à tout le monde 2000$. On vous donne tout le monde 2000$, mais à chaque fois que tu vas à l'hôpital, tu payes jusqu'à X nombre de temps. Fait que le 2000, si tu le dépenses pas, il est à toi. Okay. Puis à partir de 2000$, je sais pas si ce serait pas dangereux, en tout cas. Pour à quel... c'est parce qu'il y a des gens qui s'empêcheraient de consulter pour garder l'argent. C'est ça, donc... Pas certain. Ouais. Mais il y aurait d'autres façons de financer. On pourrait en discuter. Ouais. Mais je trouve ça le fun justement d'échanger là-dessus. Puis c'est des conversations comme ça qui peuvent faire avancer les choses puis essayer de s'améliorer. Puis, ouais. Écoute, mon cher, c'est hyper intéressant. Donc, on conclut toujours par... merci d'abord pour ta visite. Puis, merci à toi. On conclut toujours par une petite baguette magique. Tu as peut-être amorcé ta réponse vers en fin d'entrevue. Si tu pouvais changer une chose dans le réseau de la santé. Ramener le service plus près du patient. Je pense que d'être plus proche du patient puis de couper un petit peu la bureaucratie, l'administration un peu, là, tout ce côté-là. Il y a tellement des choses, aujourd'hui, là, avec les achats, là, on a des systèmes là, de nos compagnies que tu peux arriver, c'est comme un Amazon, tu commences tes affaires, puis directement au bloc opératoire, ils peuvent commander l'équipement, puis ça rentre, la commande est déjà passée, mais non, faut passer par les achats, puis il faut faire de la job 1, 2, puis 3 fois quand quelque chose qui pourrait être fait, bang, direct, quand on est en salle d'opération, on s'est acheté, c'est commandé, puis ça rentre le lendemain. Là, fait que pour ça, moi, ça serait ça, ma baguette magique. Là, j'arriverai en 2026, puis je ferai de la technologie 2026. C'est bon ça. Puis une rencontre de rêve, vivante ou décédée? Une rencontre de rêve? Bonne question. Moi, j'ai de quoi avec un peu... j'ai pas de nom en tête, mais le truc Maya, je retournerais dans ces années-là, là, rencontrer quelqu'un au Pérou, tu sais, comme qu'est-ce qui se faisait avant qu'on arrive là, ici, là, ou en Égypte, tu sais, de comprendre. Là, moi, j'ai des gros doutes comment que ça a été fait là, conventionnellement, là, les pyramides. Là. Fait que une personne comme ça, d'essayer de comprendre ce qui se passait vraiment, là, 3-4 000 ans, moi, je retournerais là-bas jaser avec les pharaons ou quelque chose OK, écoute, c'est un bon choix. Écoute, Yannick, merci beaucoup pour ta visite, puis au plaisir d'une prochaine sûrement. Yes, merci. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.